Allez, top départ. Bonjour à tous. Merci d'être présents dans cette configuration un peu exceptionnelle pour les horaires. Nous en avions décidé à l'annonce du couvre-feu à 18h. Et puis en plus, il y avait les incertitudes à nouveau d'un reconfinement. Donc nous l'avons maintenu en l'état. Je sais que ce ne sont pas des horaires très pratiques pour tous, mais j'espère évidemment que c'est exceptionnel. Et nous avons bien veillé au quorum. Donc l'appel est important pour cela, pour qu'il y ait la participation quand même nécessaire. Et avant de passer à l'appel, j'annonce en fait que nous avons 2 démissions et 2 nouveaux élus. Nous avons eu la démission de Madame Pascale Benoît, qui est remplacée par Monsieur Enzo Branca, ici présent, et qui du coup devient notre nouveau Benjamin et qui va faire l'appel. Et puis nous avons eu la démission de Madame Sarah Bourgeois et qui est remplacée par Madame Céline Philippi. Donc je referai une séance de remise d'écharpe donc à la fin de nos échanges. Madame le maire, pardon de vous couper la parole, mais je m'étonne de voir le nouvel élu qui remplace Madame Benoît ici présent, alors que Madame Philippi, elle, n'est pas venue parce qu'elle n'a reçu aucune notification officielle. Elle en a besoin pour prendre 1 heure sur son temps de travail pour demander autorisation à son employeur. Elle a bien reçu une convocation, mais elle n'a pas reçu de notification officielle comme quoi elle devenait élue. Donc, alors, raison est la suivante. Oui, la démission de Madame Benoît remonte en fait déjà à la dernière séance et nous avons eu le temps de faire toutes les modalités pratiques, le courrier en préfecture. Pour Madame Philippi, Madame Sarah Bourgeois nous a envoyé seulement hier son courrier signé. Donc, effectivement, on est sur une procédure un peu juste pour ce conseil d'arrondissement. Je ne savais pas d'ailleurs si Madame Philippi allait venir. Et du coup, le courrier est bien parti, la notification est bien partie en préfecture. Bon, elle n'est pas un conseil d'arrondissement près, merci, elle recevra son courrier, elle l'attend. C'est la procédure. Je passe la parole à Enzo Branca pour l'appel. Monsieur Amico Patrick. Monsieur Aspinas Gilles. Présent. Monsieur Barle Sébastien. Madame Bécard Leïla. Madame Bernasconi Sabine. Monsieur Bonnier Loïc. Madame Bordet Isabelle. Monsieur Branca Enzo. Présent. Monsieur Kahn Philippe. Madame Camard Sophie. Madame Chaboche Mathilde. Représenté. Monsieur Cochet Jean-Pierre. Madame Fréchel Agnès. Madame Philippi Céline. Monsieur Gargani Alain. Absent. Madame Garino Audrey. Madame Grigelevich Eva. Représentée. Madame Gedjali Aïcha. Madame Laurence Chloé. Monsieur Lardit Laurent. Représenté. Monsieur Ligori Vincent. Madame Librecht Marilyn. Madame Malosa Irène. Monsieur Mancinelli Giampiero. Madame Megheni Zoubida. Monsieur Mémin Nicolas. Madame Parodi Clémence. Présente. Monsieur Pellicani Christian. Présent. Monsieur Rifad Younes. Représenté. Madame Roche Virginie. Madame Rolbert Monique. Monsieur Sauret Julien.
Monsieur Tabag Étienne. Merci, Monsieur Branca. Nous avons donc largement le quorum pour tenir ce conseil d'arrondissement. Je vous propose, quand nous intervenons chacun, de garder le masque et de bien parler près du micro, vu les circonstances sanitaires. Avant de passer donc à la suite de la séance, nous avons le procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2020 à approuver. Avez-vous des remarques ou des modifications à faire apporter sur ce procès-verbal? Non? Donc nous considérons qu'il est adopté. Je me permets également de présenter à mes côtés notre nouvelle directrice générale des services, Madame Corinne Hermite, qui a pris ses fonctions ce 2 février et qui donc remplace Monsieur Alain Bonardel, donc comme nous l'avions annoncé au dernier conseil d'arrondissement, et qui assiste ainsi à son premier conseil d'arrondissement à nos côtés. Bienvenue, Madame Hermite. Merci. Une petite introduction, sachant qu'avec une dizaine de délibérations seulement, ce conseil d'arrondissement sera assez court. En effet, le premier trimestre de l'année est toujours consacré au vote du budget en mairie centrale, et cela a 2 conséquences. La première, l'ordre du jour du conseil municipal est chargé en information et délibération générale, comme justement le débat d'orientation budgétaire, les réponses de la ville au rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, on a un ordre du jour assez chargé au conseil municipal, mais par contre, deuxième conséquence, l'ordre du jour du conseil d'arrondissement est plutôt léger parce que les dossiers de subvention sont en train d'être déposés en cours d'instruction et seront soumis à notre avis dans les mois prochains. Donc c'est le cycle habituel de notre collectivité territoriale. Je fais quand même du coup allusion quand même un peu au contexte et à ce qui est discuté au conseil municipal. Vous l'avez sans doute vu et entendu, l'audit financier confirme la situation difficile de la ville, déjà décrite dans le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2019. Il faut y ajouter le poids de la crise sanitaire que nous traversons depuis 2020, dont le coût est estimé à 90 millions d'euros, même quand on enlève les économies réalisées par des annulations d'événements ou de manifestations. La ville de Marseille n'a pas bénéficié de mesures de compensation nationale. Elle aura la possibilité de présenter des projets au plan de relance, mais l'effet n'est pas immédiat. Cependant, nous restons optimistes parce que nous identifions beaucoup de leviers d'action sur le mandat, une meilleure gestion du patrimoine de la ville qui est considérable, l'arrêt ou la révision ou l'amendement de projets qu'on peut estimer surdimensionnés ou parfois trop somptuaires, la recherche de cofinancement extérieur, une meilleure gestion des ressources humaines, une politique d'efficacité énergétique pour réduire de plusieurs millions d'euros par an les consommations d'électricité, de fioul, de carburant ou d'eau. Et à ce propos, je me félicite des délibérations sur l'urgence climatique inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal et présentée par monsieur Sébastien Barle, ici présent, puisqu'il fait partie de notre conseil d'arrondissement. Donc tous ces leviers vont produire des effets sur plusieurs années, mais en 2021, nous ne serons ni à l'eau ni au pain sec. Déjà, dès notre arrivée, nous avons augmenté les investissements pour les écoles et l'éradication de l'habitat indigne, et nous allons maintenir un niveau élevé d'investissement utile à la population. En mairie de secteur, je parle de tout cela parce que nous sommes concernés par cette situation générale. Chaque année, la mairie centrale finance une partie de nos investissements, en plus de notre propre budget de mairie de secteur que nous avons voté en novembre 2020. Et bien sûr, nous sommes associés à de nombreux projets de la mairie centrale. Nos échanges budgétaires sont en cours. Madame Hermite y a participé dès son arrivée et nous serons donc en mesure de faire des annonces au mois de mars, avant le vote du budget 2021 de la mairie centrale. Pour beaucoup de mes adjoints ici présents et pour moi aussi, ce sera le premier débouché concret de notre travail et nous sommes les premiers impatients de communiquer sur ces projets. Impatients aussi d'avancer sur la démocratie locale. Plusieurs délibérations du conseil municipal concernent la transparence des données publiques,
la mise en route des budgets participatifs avec une étude de préfiguration. En mairie de secteur, nous installerons les ateliers thématiques du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement d'ici fin mars. Voilà ce qui nous occupe en ce début d'année, mais ce qui nous préoccupe, c'est toujours la crise sanitaire et une vaccination qui n'avance sans doute pas assez vite à notre goût. Sachez que nous avons remonté à l'État plusieurs lieux de vaccination possibles dans la ville, y compris dans notre secteur, et que nous restons à disposition pour les mettre au service de la population. Je vous remercie pour votre attention et je vais embrayer avec l'ordre du jour. J'appelle le premier rapport à l'ordre du jour qui nous sera présenté par Monsieur Sauré. Je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et toutes. Le premier rapport nous propose d'approuver donc un principe d'études et de travaux mené par l'agence de l'eau. On propose d'inscrire la ville de Marseille dans cet appel à projet et de faire les démarches pour intégrer afin de désimperméabiliser des cours d'école avec un objectif pour l'instant de 10 écoles avec 2 écoles test. Le but étant de faciliter l'écoulement des eaux dans les cours d'école, la lutte contre le réchauffement climatique, de permettre le bien-être des enfants et bien sûr de participer à l'éducation à l'environnement. Un ensemble de mesures peuvent être prises dans les cours d'école, que ce soit par la pose de sols imperméables ou que ce soit par le développement et la mise en place d'espèces végétales et d'avoir des espaces aussi pour l'éducation à l'environnement. Merci Monsieur Sauré. Y a-t-il des interventions, des questions? Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Avis favorable à l'unanimité du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 2, Monsieur Tabag. Merci Madame la maire. Chers collègues, bonjour à tous et à toutes tout d'abord. Donc ce rapport présente la sécurisation et l'aménagement des espaces environnant les écoles. Donc ce rapport présente le projet Rue des écoles qui cherche à évaluer et à estimer le problème de la sécurisation aux abords des écoles avec pour objectif de faire des aménagements temporaires, marquage au sol ou mobilier urbain mobile, pour diminuer la vitesse de circulation des véhicules motorisés, pour libérer les espaces de trottoir pour les enfants, leurs parents, les personnels éducatifs et personnels administratifs. Donc c'est un dispositif expérimental, on insiste là-dessus, on teste des aménagements, on voit ce que ça donne, on discute avec l'ensemble des habitants, habitantes, les parents d'élèves, etc., et on voit si les objectifs sont remplis, et ensuite on va, pourquoi pas, essayer de proposer une pérennisation de ces dispositifs dans un temps ultérieur. Donc, je vous propose de voter pour ce rapport. Merci. Avez-vous des interventions complémentaires? Monsieur Barle. Oui, alors peut-être juste un petit rebond. Monsieur Barle, gardez le masque et parlez bien dans le micro. Le masque. Ce qui me fait peur. Oui, juste pour rebondir sur les 2 premiers rapports là, du Conseil, donc la désimperméabilisation des cours d'école et puis la rue des enfants, la rue des écoles. Il y a des dispositifs complémentaires qu'on est en train de travailler avec Pierre-Marie Ganosi, notamment sur toute la question énergétique. On est en train de travailler en fait un dispositif de préau solaire, donc avec une toiture photovoltaïque. C'est sur les cours d'école qui ne peuvent pas, qui sont en hauteur, qui sont sur les toits terrasses notamment, et on en a sur notre secteur notamment. Donc on pourrait expérimenter ce type de projet de préau solaire prochainement. C'est important pour quand il pleut, bien évidemment, dans notre ville, mais ça permettra également de faire des économies d'énergie dans les écoles et de lutter également contre la précarité énergétique quand l'école est fermée le week-end pendant les périodes de congés scolaires. Voilà, ça c'est un autre projet qu'on est en train de faire. Merci. Merci. D'autres interventions? Oui, Madame la maire. Oui. Qui demande? Julien Sauré.
Donc effectivement, 2 rapports qui sont assez importants sur les écoles. Nous, on peut se féliciter effectivement d'avancer aussi sur la mairie du 1-7, sur l'édit des pédibus, hein, qui peuvent être aussi un moyen d'apaiser devant les écoles et d'éviter des stationnements un peu intempestifs quand les parents le matin déposent notamment les enfants. Donc il y a des projets qui vont se monter comme ça. Donc on se félicite de ces avancées autant en mairie centrale qu'en mairie de secteur. Monsieur Tabag. Et pour compléter, sachez aussi que, évidemment, pour sécuriser les abords des écoles, il faut parfois prévoir des aménagements plus lourds. Donc là, il faut interpeller les services de la mairie, les services de la voirie, pardon, qui sont au conseil de territoire et à la métropole. C'est ce que nous avons fait les dernières semaines. Nous sommes allés rendre visite avec les personnels enseignants, administratifs, etc., aux abords du collège Longchamp, aux abords des lycées du Rempart et lycée Léonard de Vinci. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Nous avons envoyé donc des courriers aux services de la voirie. Nous attendons les réponses et nous espérons qu'elles seront positives pour améliorer la sécurité de tous les enfants de tous âges. Merci. Merci, Monsieur Tabag. D'autres interventions? Non. Y a-t-il des avis défavorables sur ce rapport numéro 2? Y a-t-il des abstentions? Abstention de Madame Parodi. L'avis du conseil d'arrondissement est donc favorable. Le rapport numéro 3, toujours Monsieur Tabag. Merci Madame la maire. Donc, comme vous le savez, le printemps marseillais s'engage pour améliorer la santé des Marseillais, des Marseillaises et diminuer les pollutions. Et l'un de ces axes pour diminuer la pollution, c'est d'améliorer les mobilités douces et actives, notamment les mobilités des cyclistes. Sachant que c'est une compétence des services de la voirie, notamment pour aménager des stationnements. Mais là où la mairie de Marseille peut intervenir, c'est aménager des stationnements dans les établissements publics qui relèvent de la mairie centrale. Par exemple, les écoles primaires. Et c'est ce que proposent ici les adjoints en charge de cette question, c'est de prévoir, alors si la cour d'école le permet, et si bien sûr les personnels enseignants et administratifs le souhaitent, installer des stationnements vélos dans les cours d'école qui le souhaitent. Merci Monsieur Tabag. Je prends les interventions éventuellement. Non? Y a-t-il des avis contre? Enfin, des avis défavorables, je préfère dire. Y a-t-il des abstentions? Madame Parodi. Donc, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 4, Madame Leïla Bécard. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Je vous présente un rapport donc, qui a été élaboré par Madame Sophie Roch et Madame Olivia Fortin, respectivement adjointes en charge de l'état civil et de la qualité des services municipaux. Ce rapport a été donc préparé avec la direction générale adjointe des services de proximité et il porte sur la création d'un groupe de travail sur l'évolution des bureaux de proximité. Pour rappel, on compte aujourd'hui dans la ville de Marseille 22 bureaux municipaux de proximité. Un 23e doit être ouvert prochainement à Saint-Jérôme. Leur mission donc a fortement évolué au cours de ces dernières années. Ils traitent d'une vingtaine de démarches allant des cartes nationales d'identité au passeport et d'autres démarches, qu'elles soient scolaires ou concernant les personnes âgées pour la réception des dossiers d'allocation spécifiques aux personnes âgées. Donc, il est bien souvent la première interface entre la commune et ses administrés. C'est à ce titre donc que la ville de Marseille souhaite placer cette proximité donc au cœur de ses politiques et en faveur de ses habitants. C'est pour cela que je vous demande d'approuver donc la création de ce groupe de travail sur l'évolution des bureaux de proximité. Groupe de travail qui sera composé au maximum de 12 membres. Les deux adjointes que j'ai citées, donc Madame Sophie Roch et Madame Olivia Fortin, ainsi que des agents des services de la Direction générale des adjoints des services de proximité, des experts qualifiés en matière de gestion et de la relation citoyenne et des représentants des usagers qui pourront donc participer à ce groupe de travail. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Bécard. Je prends les interventions. Non. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Abstention de Madame Parodi. Merci. Rapport numéro 5, Monsieur Sauré. Oui, le rapport numéro 5 nous propose d'approuver donc le lancement d'un groupe de travail pour la rénovation du projet éducatif de territoire et le but est de porter donc
une ambition éducative de qualité et de rapprocher les politiques éducatives, que ce soit entre les centres aérés, les écoles, sur un même territoire. Et donc, on se propose de lancer un groupe de travail pour rénover ce projet éducatif de territoire. Merci, Monsieur Sauret. Des interventions? Des votes défavorables? Des abstentions? Madame Parodi? Abstention. C'est noté. Avis favorable du Conseil. Rapport numéro 6, Madame Liebrecht. Alors, cette délibération propose d'approuver une convention relative au fonctionnement et à l'entretien du feu du port du Roucas Blanc. Ça concerne la base nautique du Roucas. Voilà, c'est un rapport technique, mais nécessaire, puisqu'il faut bien, enfin, ce feu est extrêmement important pour protéger l'entrée de la base nautique. Voilà, ce que nous pouvons dire, c'est qu'après les JO, il faudra rediscuter, quoi qu'il en soit, avec l'État, car cela relève de sa compétence. Et nous nous trouvons avec un transfert de charges, d'entretien. Et voilà, il faut être vigilant à ce que ça ne soit pas une multiplication des charges qu'on nous demande de supporter. Voilà. Oui, Monsieur Pellicani. Oui, je voudrais appuyer les propos de Mme Liebrecht. Elle a tout à fait raison de dire qu'il faut le voter, mais qu'au moment où la ville traverse des difficultés financières héritées d'un passé récent, 25 ans, on se retrouve avec l'État qui continue à transférer aux municipalités, dont la nôtre, un certain nombre de charges. Et donc, je crois que c'est une démarche d'ensemble. Il faudra bien identifier tous les points à discuter avec l'autorité nationale pour pouvoir se faire respecter et restituer, soit par la prise en charge par l'État, soit par des dotations, ces sommes-là, parce que ça devient lourd. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Monsieur Pellicani. Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Avis unanime favorable du Conseil. Le rapport numéro 7, Monsieur Amico. Merci, Madame la maire. Le rapport numéro 7 que je propose, pour lequel je propose donc un avis favorable, traite de subventions concernant l'opération Grand Centre-Ville. Cette opération Grand Centre-Ville fait l'objet d'une concession d'aménagement à la Soleam sur tout le périmètre du centre-ville, avec globalement 35 pôles prioritaires dans lesquels la ville subventionne des travaux qui sont faits principalement sur les parties communes par les syndics et à hauteur de 30%, et à hauteur de 10% les travaux qui sont faits dans les parties privatives par les propriétaires. Il faut savoir que l'objectif qui était donné à cette concession, c'était traiter une vingtaine de copropriétés, 83 immeubles et environ 2000 logements qui auraient dû être traités dans le cadre de ces opérations. Le montant de la subvention aujourd'hui est autour de 636 000 € et elle concerne donc 19 dossiers dans ce périmètre Grand Centre-Ville. Je propose un avis favorable à cette délibération. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Donc avis unanime favorable du conseil d'arrondissement. J'en profite aussi pour vous annoncer l'installation le 17 février du conseil d'administration et donc de la société publique locale d'aménagement d'intérêt national chargée de l'éradication de l'habitat indigne à Marseille. Donc c'était une échéance que nous attendions tous et cette société se met en place dans le cadre d'un partenariat d'aménagement et d'un partenariat ville, métropole, État. Et donc moi je me félicite qu'on ait pu surmonter les difficultés politiques pour installer enfin cette société qui va avoir un rôle primordial et financier très important pour traiter cette question d'intérêt général. Je passe au rapport numéro 8, Madame Bordet. Merci Madame la maire. Alors je vais donc vous présenter cette délibération qui concerne l'attribution de subventions aux propriétaires privés dans le cadre des injonctions de ravalement de façade. Je rappelle qu'en fait, c'est la dernière tranche d'une campagne qui a été lancée en 2016, puisqu'il y a eu un partenariat financier triennal avec le département et qu'il y a eu ensuite 4 délibérations entre 2016 et 2019. Donc nous sommes sur cette dernière tranche.
qui concerne essentiellement des immeubles du 1er au 6e arrondissement. Bon, nous, évidemment, on est concernés par les immeubles du 1er arrondissement. Il y aura, et en fait, la grande majorité, c'est des immeubles où il y a une injonction. Il y a aussi 3 immeubles pour lesquels c'est dans le cas de ravalement de façade spontanée. Alors, ça concerne 107 immeubles pour un montant de 1 894 657,30 €, pour être très précis, en sachant que la part de la ville est de 20%, puisque le reste, les autres 80%, c'est le département. Donc la part de la ville est de 378 931,46 €. Là, le département prenant en charge le reste, c'est-à-dire 1 515 725,84 €. Petite précision par rapport aux autres délibérations. La nouvelle municipalité assure la continuité de service du programme engagé, mais elle envisage de revoir dans le cadre d'une nouvelle opération les orientations du plan de financement du ravalement des façades afin qu'il soit conforme à ses priorités. Donc j'apporte quelques éléments. Rappelez quand même que les propriétaires sont en attente des indemnités que la ville s'est engagée à leur verser. Donc effectivement, on est vraiment dans la continuité du service public. Cette tranche est la dernière d'une campagne engagée par la précédente municipalité qui a fait des choix sur le périmètre d'injonction des façades avec, semble-t-il, beaucoup de retard. Le constat qui en est fait, c'est ça, beaucoup de retard et une certaine opacité dans les choix opérés. Donc ce qui est proposé, c'est un état des lieux de cette opération qui va être fait. Des propositions seront adressées aux mairies de secteurs concernés et un groupe de travail sera mis en place pour une réflexion globale pour l'avenir. Merci Madame Bordet. Je prends les interventions. Monsieur Mémin, Monsieur Pellicani, dans l'ordre. Un témoignage vécu de cette politique de ravalement de façade qui a des raisons assez obscures. On peut imaginer qu'au début, quand ça a commencé en 2010, ça devait être un petit peu des espèces de corridors cosmétiques dans le cadre d'une politique de développement du tourisme qui est tout à fait légitime, mais son amplification en 2016 à 101 axes du centre historique a été assez massif. Alors je ne conteste pas le projet de maintenir les façades de Marseille dans un état de propreté raisonnable, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire, les ravalements sont obligatoires. Néanmoins, pour avoir vécu ce qui s'est passé, les cahiers des charges de ces rénovations, de ces ravalements de façades sont extrêmement exigeants, mais sur des motifs cosmétiques. Et ils ne posent pas des questions de fond dont on ne voit toujours pas les réponses, qui serait par exemple le suivi de l'état de la rénovation énergétique de ces bâtiments anciens. Il y a la rénovation des façades, le changement des menuiseries en double vitrage, mais aussi la rénovation des toits, pas sur élévation ou par en dessous. Il n'y a pas non plus la question de la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. Et les touristes ici, ou qui visitent Marseille, ça fait partie d'un des délices de la visite de Marseille, c'est de voir que les branchements des cuisines et des salles de bain sont souvent rapportés sur la gouttière en façade. Ce qui fait que nous lavons l'eau de pluie, vous comprenez. Hein. Il n'y a pas non plus la question des caves inondées, où on voit très très souvent les immeubles sont mal raccordés à l'égout et on voit des camions dans la rue pomper l'eau dans les caves. Ces paradoxes de cette politique, c'est-à-dire ces espèces, elle est de bonne volonté, mais elle a eu des effets assez négatifs, a amené à quelques situations dramatiques. La presse a rapporté des cas où des immeubles ont été ravalés et le financement de ces ravalements a été pris sur des programmes de réparation structurelle qui n'ont pas été faits. Et donc on a plusieurs cas d'immeubles qui sont très très beaux vus de l'extérieur mais qui sont inhabitables et voire en train de s'écrouler. Je ne parle pas de la poussière et du bruit. Et puis si on doit le faire tous les 10 ans, donc dans 10 ans à nouveau on aura autant de poussière et de bruit, et ça c'est dû à la mécanisation de ces travaux. Ces travaux sont aujourd'hui très bruyants alors qu'autrefois ils l'étaient moins. Et enfin, et il me semble que c'est le plus important, c'est que ces injonctions de ravalement obligatoire des façades ont mis beaucoup de petits propriétaires occupants en difficulté financière. Ceux qui n'arrivaient pas, malgré l'aide du département et de la ville, à financer leur part des travaux, se sont souvent retrouvés obligés de vendre leurs biens et de partir et de quitter la vie qu'ils avaient choisie et qu'ils avaient économisée pour enfin avoir. Et c'est pour ça que je me réjouis ici avec vous que ce plan de financement soit révisé, car je pense qu'il a eu des effets psychologiques et sociaux dramatiques.
Merci, Monsieur Mesmin. Monsieur Pellicani. Oui, merci, Madame la maire. Chers collègues, je pense que Monsieur Mémé a mis le doigt sur une vraie question, sur l'impact des choix politiques qui peuvent être faits à un moment donné en matière de réhabilitation ou de rénovation de l'habitat. Je prendrai un exemple historique qui est daté, puisque la procédure est finie, le PRI centre-ville, notamment quartier Belzunce. Quand on a fait le bilan de cette politique publique, qui était une aide fiscale apportée à un certain nombre d'investisseurs, ça s'est soldé par un départ de moins 17% de propriétaires occupants. C'est-à-dire que des gens qui étaient modestes, qui habitaient là, ont dû quitter le quartier Belzunce, ça fait des trous. Ils ont été remplacés par d'autres populations et surtout par une gestion de l'habitat et des immeubles plutôt spéculative et non pour y vivre. Là, aujourd'hui, le fait qu'on se soit mis en place, on fait le tour des quartiers, on s'est rendu compte qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il y a dans notre secteur des zones qui sont à juste titre couvertes par plusieurs mesures d'ordre politique, administratif et de gestion, notamment le centre-ville. Mais dans le 7e arrondissement, par exemple, il y a tout le quartier Saint-Lambert qu'on a visité dernièrement, où pour un petit propriétaire occupant ou un petit propriétaire bailleur, on a des difficultés pour avoir des aides concernant la réhabilitation de son immeuble. Et le problème, c'est pas la façade, on n'est pas dans le lâche-vitrine. Je crois qu'il faut mettre en place, et donc c'est bien qu'on revisite un certain nombre de choses, qu'on mette en place des aides et qu'on leur permette d'obtenir, par exemple de l'ANA, les mêmes taux que d'autres quartiers peuvent bénéficier pour rénover la structure de l'immeuble, et pas que la façade, mais aussi les fondations, les escaliers, parce qu'on se rend compte que souvent, ce qui est en péril, c'est les éléments de structure, même si la façade est peut-être pas repeinte de neuve, mais on se rend compte que le péril, il vient d'autre chose. Et donc, on a plutôt intérêt à travailler, donc c'est pour ça qu'il y a des opérations de discussion ou de réflexion qui sont en cours, mais il faut vraiment s'inscrire pour que le 7e arrondissement, pour certains quartiers qui sont soit en forme de noyau villageois, soit mixtes, comme le quartier Saint-Lambert, qu'on puisse obtenir les aides pour les gens, pour qu'ils puissent à la fois engager des rénovations, pour ne pas avoir un habitat qui s'écroule. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Par rapport à l'échange que nous venons d'avoir, je crois que dans les réflexions, il pourrait y avoir effectivement le critère d'avoir un diagnostic sur les parties communes et sur l'intérieur de l'immeuble avant effectivement d'engager des travaux sur les façades. Ça fait partie des pistes de réflexion pour le montage d'un nouveau programme, éventuellement sur la rénovation des façades. Donc, c'est un critère qui serait, à mon avis, effectivement pertinent. Le rapport... Non, je n'ai pas pris le vote. Erreur. Y a-t-il des avis défavorables sur ce rapport ? Y a-t-il des abstentions ? Bon, avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 9, Monsieur Kahn. Madame la maire, chers collègues, la crise sanitaire affecte chacun d'entre nous et elle bouleverse notre quotidien à tous. Mais cette crise, elle révèle également au grand jour les inégalités territoriales. Tous les habitants de notre ville n'ont pas la chance d'avoir à proximité de leur domicile un parc, un jardin, un espace naturel ou un équipement sportif. Ces espaces de détente sont plus que jamais indispensables au bien vivre dans une ville qui est dense, qui est bruyante, avec un stress encore accentué par la crise sanitaire. Donc la ville de Marseille propose de recenser les zones d'habitation dépourvues de tout accès à un parc, un jardin, un espace naturel ou un équipement sportif. Elle propose de créer des équipements temporaires, des mini-parcs, des espaces de plantation, des petits équipements sportifs, etc. Et également d'ouvrir au maximum les parcs et les équipements extérieurs, bien entendu dans le respect des protocoles sanitaires. En ce qui nous concerne, dans le 1er et 7e arrondissement, nous avons des parcs et jardins. Aujourd'hui, les clés de quelques-uns de ces parcs et jardins sont encore confiées à des associations, voire à des habitants, qui gèrent l'ouverture et la fermeture de ces espaces. Je tiens bien entendu à les remercier pour cet effort, mais aujourd'hui, nous souhaitons professionnaliser, si je puis dire, cette gestion et faire en sorte que ce soit nos services, les services de la mairie du 1-7 qui puissent prendre en main cette mission afin d'assurer que les ouvertures, les fermetures à heure fixe soient
bien définie soit régulée de façon à ce que les habitants de nos quartiers puissent enfin bénéficier de ces espaces pendant la crise sanitaire. Et évidemment, nous souhaitons poursuivre cet effort-là après la crise sanitaire. Donc je vous remercie de bien vouloir voter ce délibéré proposé par la mairie centrale. Merci, Monsieur Kahn. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Bernasconi. Oui, je vous remercie, Madame le maire, chers collègues. Ce rapport sur les mesures d'urbanisme temporaire illustre encore une fois la créativité sémantique de votre équipe. Faisant assaut de bons sentiments, il s'appuie sur un constat que tout le monde partage, à Marseille comme ailleurs d'ailleurs. Tous les habitants n'ont pas la chance d'avoir à proximité un parc ou un jardin. Bien, alors une fois cette évidence posée, nous attendions les solutions créatives, innovantes, mais surtout concrètes que vous proposiez en réponse. Et nous avons droit à un recensement de zones d'habitation dépourvues de parcs, jardins. Enfin, vous venez de tout lister, la proposition d'équipements temporaires, l'ouverture des parcs. Alors, on n'a pas bien compris si les parcs du 1-7 étaient ouverts par des associations, mais du coup, quand ils seront ouverts pour certains par des vacataires, alors les habitants pourront y aller, mais je crois qu'ils peuvent déjà y aller. Mais enfin bon, ça fait aussi partie des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais tout ce que nous voyons, c'est que finalement, il n'y a rien de concret, rien de vraiment tangible, si ce n'est des mini-mesures temporaires, donc. Mais heureusement, ce rapport stipule que la ville, cette fois, la municipalité, s'engage à ouvrir donc au maximum les parcs et les équipements extérieurs dont elle a la charge. Alors ça, c'est du concret, ça, c'est du mesurable. Ça, nous sommes entièrement favorables à cette mesure. Mais du coup, on s'interroge sur la situation des 1er et 7e arrondissements. Pourquoi laissez-vous nos parcs et jardins des 1er et 7e arrondissements dans un tel état d'abandon depuis 7 mois que vous êtes aux affaires? Je vous remercie. Parce qu'avant d'envisager, je vous remercie pour cette ovation, je vois que vous partagez, mais avant d'envisager, photos à la pluie, hein, ces photos, elles sont de la semaine, hein, elles ne sont pas d'hier, elles ne sont pas d'hier, elles ne sont pas du coup d'avant, bref. Elles sont de la semaine et chacun peut s'en rendre compte. Mais pour autant, les espaces jardins, les espaces verts, certains espaces qui étaient en accès libre, notamment pour les habitants des 1er et 7e arrondissements, sont aujourd'hui, je le répète, laissés à l'abandon. Ils sont occupés par des SDF, des squatteurs, ou ils sont à l'abandon pur et simple. On ne voit plus aucun service municipal qui vient entretenir ces espaces. C'est à se demander même pour quelles raisons inhumaines, quand il y a des SDF ou des squatteurs, les services ne viennent pas nettoyer. Parce que c'est le cas. Donc vous ajoutez à la difficulté de ces gens-là. Non seulement les habitants, certains, ont peur d'y venir, pas par proximité avec des SDF, mais par l'état dans lequel vous laissez les équipements, mais en plus, peine supplémentaire pour ces personnes en difficulté, personne ne vient nettoyer. Et la première mesure qui a été prise, une des premières décisions qui a été prise par votre équipe ici, dans cette mairie de secteur, elle a consisté à réduire à peau de chagrin la brigade de proximité. Cette brigade de proximité que nous avions créée à titre expérimental pour travailler avec la métropole, qui était en accès direct avec les habitants et qui a rendu bien des services.
justement pour intervenir, notamment dans les questions de proximité, je le disais, avec la métropole, mais également pour venir en appui aux services techniques de la mairie qui ont en charge l'entretien des équipements municipaux. Et je voudrais d'ailleurs remercier l'ensemble des services qui ont toujours fait un travail remarquable. Je pourrais rajouter, pas par militantisme, mais par motivation. Ça, vous avez du mal avec la nuance quand même. Alors, au lieu de proposer des rapports pompeux qui ne proposent rien de sérieux, attelez-vous plutôt à assumer les missions de proximité qui relèvent de la mairie de secteur. Alignez les bons sentiments. Les déclarations d'intention, c'est bien, mais assumer ses devoirs d'élu, c'est mieux. Et c'est ce qu'attendent les Marseillais aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas là pour distribuer les colis de Laurel, nous l'avons très bien compris. Mais visiblement, vous n'êtes pas là non plus pour entretenir les équipements municipaux. En fait, je crois que 7 mois après, vous n'êtes toujours pas là. Merci Madame Bernasconi pour cette intervention historique qui nous réjouit. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Donne la parole à Madame Garino. Merci Madame la maire. Effectivement, je partage votre analyse. Il faut effectivement mieux entendre ça que d'être sourd quand nous sommes, vous comme moi, des habitants de notre secteur depuis de nombreuses années et que nous avons eu à subir votre désintérêt total pour les espaces publics dans nos quartiers. On a mené de nombreux combats en la matière. Je vous rappelle l'état de nos parcs lorsque nous sommes arrivés. Donc c'est vrai que ça fait que 7 mois, je suis désolé. On n'a pas le temps de rattraper l'intégralité de votre bilan désastreux en la matière. Les parents que nous sommes savent pertinemment qu'un certain nombre de parcs, on n'y emmenait plus nos enfants tellement ils étaient dans un état d'abandon total, Madame Bernasconi. Alors c'est vrai, le ridicule ne tue pas, votre intervention est lunaire, mais c'est pas grave. Quant à votre souci nouveau de prendre soin de nos sans-abri, de nos SDF qui évidemment vivent parfois dans nos parcs ou dans nos espaces publics. Mais pourquoi vivent-ils dans nos parcs ou dans nos espaces publics, Madame Bernasconi? Parce que la ville de Marseille n'a jamais travaillé à créer des places d'hébergement d'urgence comme nous le faisons actuellement avec les services de l'État, n'a jamais pris cette problématique en compte et donc n'a pas été capable. Vous pouvez dire non, Madame Bernasconi, c'est les propres services de la préfecture qui me disent aujourd'hui à quel point ils sont heureux de retrouver un partenaire avec la mairie de Marseille pour travailler ces questions-là. Je ne sais pas quel est le geste que vous mimez, Madame Bernasconi, mais c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de nettoyer. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, donc votre problématique est plus sur le nettoyage effectivement que sur la mise à l'abri des personnes. Je vois bien effectivement qu'on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques, vous et moi. Ces problématiques, on s'y attelle tous les jours sur la base d'un bilan catastrophique. Donc s'il vous plaît, gardez vos leçons pour vous. Merci Madame Garino. Je fais quelques compléments sur ce sujet des espaces verts qui bizarrement fait l'objet d'une polémique politique sur les réseaux sociaux et maintenant dans ce conseil d'arrondissement. Quand nous sommes arrivés, nous avons donc voté notre premier budget. Nous avons doté et nous avons un certain nombre effectivement de projets de réhabilitation, de travaux dans nos espaces verts qui sont tout à fait programmés et qui ont été tout à fait discutés en lien avec le recensement des besoins qu'il y avait dans les services. Je n'ai pas trouvé en arrivant en fait de services spécifiques sur les espaces verts. Et c'est ce que nous allons recréer avec une programmation et un budget particulier. Vous parlez de la brigade de proximité. Je ne sais pas qui vous informe de ce qui se passe sur la brigade de proximité, mais quand je suis arrivée en août, il n'y avait plus que 5 vacataires et nous sommes remontés à 8. Et ensuite, nous travaillons aujourd'hui à la repositionner ou à voir effectivement le travail que l'on peut faire avec elle, mais il n'y a pas du tout de désengagement de la brigade de proximité qui était plutôt effectivement soulagée que nous prenions le temps de discuter avec eux de leur travail. Et donc c'est ça aussi peut-être ce qui change, c'est-à-dire qu'on prend le temps de l'échange et de la discussion. Donc oui, il y a des espaces verts à réhabiliter, nous ne les trouvons pas forcément en bon état, Madame Bernasconi. Nous allons nous attacher, c'est une priorité politique pour nous, à les réparer, à mieux les utiliser, à mettre déjà des jardins partagés, à faire de l'événementiel dedans, des concerts, des manifestations, à mieux les entretenir. Et croyez bien en notre volonté d'en faire une priorité politique. Merci. Monsieur Ligori.
Oui, merci Madame le maire. Juste pour rebondir quelques mots de ce que disait Madame Garino, car quand même il est vrai qu'on se croise assez souvent avec nos enfants, qui moi-même je suis habitant et né dans le quartier, et il est quand même compliqué de dire qu'il n'y a eu aucun entretien et que les choses n'étaient pas bien faites, car moi aussi je remercie les services qui faisaient un travail formidable pour y aller avant et y aller pendant notre ancienne mandature et y aller actuellement aussi. Je pense qu'on a une petite différence. Il y a aussi les incivilités qui est compliqué, mais je pense qu'il est difficile d'entendre ça. Et pour revenir, je sais qu'avec la période sanitaire, c'est un petit peu compliqué pour les animations. Mais moi, pour ma part, qui était en charge des animations, il y avait beaucoup d'animations dans les parcs, comme en bas Saint-Victor, avec la marche des rois, etc. Et je sais que par rapport à la crise sanitaire, c'est compliqué. J'espère que tout ça reviendra. Et je vous en remercie. Merci, monsieur, d'avoir rappelé le contexte sanitaire, en tout cas. Monsieur Barle. Allez, Monsieur Barle. Oui, non mais enfin, je ne vais pas surenchérir sur ce qu'a dit Audrey Garino et ce que vous avez dit, Madame la maire, mais je crois que c'est vrai qu'on découvre chaque jour en fait un état de notre patrimoine qui était complètement délaissé, complètement abandonné. Et c'est vrai que le travail que l'on fait aujourd'hui, le travail que fait Madame Garino sur l'hébergement d'urgence, le travail que peuvent faire d'autres personnes sur la valorisation de délaissés justement pour en refaire des terres agricoles, pour en faire des jardins partagés. Je crois que tout ce travail, il est essentiel. Sur les parcs et jardins, par exemple, nous, on s'est mobilisés en tant que parents d'élèves, notamment avec le syndicat des poussettes enragées, par rapport à la fermeture de jardins publics qui étaient a priori en bon état, mais les CIQ demandaient leur fermeture. On s'est battu depuis que l'on est au pouvoir pour réouvrir ces jardins, pour les entretenir correctement. Je pense à Serrati, justement, où il va y avoir un jardin partagé également. Donc, il faut valoriser ces délaissés, c'est l'ambition de la nouvelle municipalité. Il faut valoriser également notre patrimoine pour en faire des équipements collectifs, des équipements d'intérêt général, divers d'ailleurs. Et je crois qu'on a découvert d'ailleurs sur notre secteur 1500 mètres carrés qu'il faut aujourd'hui réhabiliter, mais il y a déjà des activités qui participent à l'économie circulaire sur notre territoire et qui s'y installent et qui produisent de l'emploi et qui produisent de l'utilité sociale et environnementale sur le territoire. En fait, c'est ça l'ambition que l'on porte par le rapport qu'a proposé M. Kahn, c'est valoriser notre patrimoine le maximum pour créer des activités nouvelles et pour faire en sorte de mieux vivre dans notre cité. Merci. Merci, M. Barle. Sur ce rapport créatif numéro 9, y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Eh bien voilà, non, pardonnez-moi, non, moi je vote contre. Vote contre de Madame Parodi. Ben oui, parce que je pense qu'il faut réhabiliter déjà ce qu'on a, les mettre à niveau sans en créer d'autres. Pour le reste, je suis d'accord. Là, je voterai contre. Merci. Le dernier rapport est un rapport additif que je vais vous présenter. Il concerne un équipement très important qui est le fort d'Entrecasteaux. Donc, c'est très important en termes de patrimoine, c'est très important pour le 7e arrondissement, pour le quartier du Pharaon, mais pour toute la ville de Marseille, puisque c'est un magnifique équipement qui surplombe l'entrée du Vieux-Port, donc c'est important pour toute la ville. Et il existe une promesse de bail amphithéotique administratif sous conditions suspensives qui a été signée le 12 février 2020 entre la ville de Marseille et l'association La Citadelle pour faire un projet donc sur ce site. L'association La Citadelle en fait est associée au groupe SOS et on y retrouve les chantiers d'insertion d'Acta Vista qui vont pouvoir se poursuivre et être partie prenante de ce projet. En attendant l'exploitation de ce site, il y avait une convention de mise à disposition anticipée à titre gratuit qui permet, si vous voulez, d'évaluer le site, de voir quel type de travaux il faut faire, par exemple, ou aujourd'hui, depuis la nouvelle municipalité, de reprendre la discussion sur les liens entre l'association La Citadelle et la ville de Marseille et ce qu'on peut faire ensemble en termes de mise à disposition. Et c'est tout simplement cette convention de mise à disposition anticipée qui est ici prorogée de 6 mois, le temps de faire des expertises complémentaires sur un mur. Donc le projet va bien se faire, mais on prend le temps de bien finir de recenser les travaux nécessaires et le contenu de la convention avec la Citadelle. J'en profite du coup pour annoncer
que nous avons gardé la solution de maintenir le boulodrome. Donc là, ça concerne la mairie de secteur, puisque c'est un équipement transféré à la mairie de secteur. Donc le boulodrome va être maintenu au même endroit. Il y avait une discussion pour le déplacer. Et il va falloir effectivement faire un certain nombre d'investissements pour le remettre aux normes, le réaménager. Donc cela fait partie des discussions que nous avons en ce moment avec la mairie centrale et que du coup je ne peux pas annoncer officiellement maintenant, mais que nous pourrons annoncer dans le résultat de nos discussions avec la mairie centrale aujourd'hui pour les investissements sur notre secteur. En tout cas, je pense que c'est bien parti. J'ai assez confiance sur ce projet. Voilà rapidement présenté de manière, j'espère, compréhensible, cette délibération qui avait de grosses annexes assez techniques, mais qui en fait est juste un délai supplémentaire d'expertise. Je prends des interventions, si vous en avez. Non ? Y a-t-il des avis défavorables ? Madame la maire, je ne oui, Madame Parodi. Pardonnez-moi, je ne prendrai pas parti au vote, parce qu'on a reçu donc cet additif très tard hier et j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance. Je ne sais pas si c'est avec le règlement, enfin s'il y a un laps de temps avant le Conseil pour recevoir ces rapports, mais là vraiment je ne prendrai pas vote au rapport. Je vous remercie. Je comprends votre intervention. Il y a toujours des additifs de dernière minute, c'est pour ça que je les présente en général. Et effectivement, avec des grosses annexes, et nous aussi, souvent, d'ailleurs, j'ai vu dans les commissions, même nos propres élus de la majorité sont souvent insatisfaits de ne pas avoir les dossiers complets avec toutes les annexes que nous récupérons après. Voilà, on en est désolé, c'est un peu le système de fonctionnement actuel, dont nous demandons, nous aussi, l'amélioration. Croyez-le bien. Donc, nous notons que vous ne participez pas au vote. Y a-t-il des avis défavorables sur ce rapport? Y a-t-il des abstentions? Non. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Et je ne lève pas la séance sans la remise des écharpes promises. Alors, il manque aussi Monsieur Gargani, à qui je dois remettre une écharpe. Donc, ce n'est que partie remise. Et donc, je vais le faire aujourd'hui pour Madame Chloé Laurence et Monsieur Enzo Branca. On va se mettre au milieu de la salle. Bien, je pense que l'ordre du jour est épuisé, comme on dit, donc je me permets de lever la séance et je vous remercie à tous pour votre participation.